Ok. Moi, vous m'interrompez en cours de route, j'ai un poil trop de slides, donc autant qu'on fasse du flux continu, ce sera un peu plus simple pour moi. Donc, Maxime Jean, je suis Head of Product chez SoLoger. Avant ça, j'ai fait beaucoup de SEO chez Clustar, qui est peut-être pas forcément connu ici. Et j'ai fait Coach Agile chez Blablacar, et aussi du SEO chez Blablacar, j'avais presque oublié. Je suis ingénieur et j'ai fait le bootcamp Noé avec Maya Metz il y a 2 ans, je faisais partie de la première promo. Je travaille donc chez SoLoger qui fait partie du groupe Aviv. Pour l'instant, vous en entendrez très peu parler. Globalement, on est en train de fusionner tous ces sites ensemble. Donc, Meilleurs Agents qui est français, vous connaissez. Groupe SoLoger, c'est SoLoger plus Logikimo. ImoWeb qui est belge, ImoBelge qui est allemand, et Yatstu c'est israélien. Voilà. Donc SoLoger, c'est la jointure de SoLoger et de Logikimo. Vous avez tous les sites que vous connaissez probablement, qui sont les sites principaux, c'est logikimo.com, allez. SoLoger.com, et après il y a tous les dérivés pour la construction, le luxe, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Construction neuf, luxe, bureau e-commerce, et il y a le site MySoLoger Pro qui est le site dédié au B2B, c'est-à-dire normalement il n'y a pas d'agent immobilier ici. Non, ok. C'est le site pour déposer les annonces, pour récupérer les leads, pour nous payer et tout et tout. Et donc moi je travaille là-dessus. Donc mon métier au B2B, c'est de faire en sorte que tous les gens qui gagnent de l'argent dans l'immobilier, c'est-à-dire les constructeurs, les promoteurs, les agents immobiliers, les IAD, donc je ne sais plus comment on dit, les mandataires sociaux, les mandataires co, et un service de qualité pour faire donc la dépose d'annonces, récupérer leurs leads, contacter des clients au sein de l'app mobile et aussi du site web, plus aussi de l'envoi dans des CRM externes via API. Donc, le but, c'est vraiment de leur permettre de travailler, de leur donner des outils pour améliorer leur valeur, enfin pour qu'ils gagnent de plus en plus de valeur, on va dire. D'autant plus qu'en ce moment, le milieu de l'immobilier est un peu compliqué. Si vous suivez, c'est un peu chaud. Voilà, donc, moi j'ai un tiers du B2B, ce qu'on appelle une tribe chez nous. Donc j'ai la récupération des leads qui est l'asset clé de SoLoger. Parce que déposer des annonces, c'est bien, mais en fait, récupérer des leads, c'est vachement mieux. Poser une annonce sur le bon coin, c'est super, mais si personne ne vous répond, bah, ça vous plaît pas trop. Donc globalement, on a un gros sujet autour de ça. On a le référentiel géographique qui est un asset clé pour la dépose d'annonces, hein, pour situer les biens précisément ou au quartier ou à la ville, hein, ça dépend de ce que s'autorisent les agents immobiliers. L'application mobile, et j'ai l'équipe Core Technique qui s'occupe de tous les sujets très complexes. Mais en fait, ça c'était avant parce que maintenant c'est la réorg. Et donc je ne vais pas vous expliquer comment on fonctionne en tant que tel, comme Frédéric, mais je vais plutôt vous parler de ce qu'on a fait pour que ça s'améliore dans la boîte pendant les 1 an et demi où ce n'était pas encore vraiment la réorg. Parce que maintenant, là, j'ai des équipes en moins, j'ai des équipes qui vont arriver, c'est pas très clair. Donc je vous passe cette partie-là. Un des gros sujets qu'on a eu à traiter quand je suis arrivé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les équipes avec mon binôme technique, parce qu'on est binômé un head of et un engineering manager. On a été voir les équipes, on leur a dit « Ok les gars, est-ce que ça va ?» La réponse est non, il y a trop de sujets, il y a trop de pression, il y a trop de priorités, on n'est pas assez. Ok, bon bah ça va pas quoi. Donc ce qu'on a fait, on a essayé de comprendre un peu ce qui se passait. Donc globalement ce qui se passe c'est que tout le monde arrive avec ses propres besoins. On a le marketing qui dit ah bah moi je veux du trafic et je veux avoir plus de visibilité globalement pour moindre coût. Ouais, ok, merci. On a le commerce qui veut vendre beaucoup plus. C'est le nerf de la guerre, d'autant plus que SoLoger, c'est une boîte qui a 30 ans, donc qui n'est pas product and tech, c'est plutôt une boîte qui est historiquement market et commerce. Donc c'est des mentalités qu'il faut faire transiter en termes de culture vers le product and tech. On a bien sûr la tech qui veut faire évoluer la tech, soit parce qu'ils ont une culture produit forte, soit parce qu'en fait ils aiment faire de la tech pour la tech. Ça arrive aussi et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On a le produit qui veut faire son boulot, le service client qui veut faire son boulot. Donc tout le monde est légitime,
Tout le monde a ses besoins, tout le monde a ses OKR, tout le monde a ses objectifs selon les termes qu'on utilise. Mais à l'arrivée, c'est pas hyper cohérent. Donc à un moment, il faut reprendre ce truc-là pour rendre ça cohérent. Donc si on résume, avant de rendre tout ça cohérent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que les équipes étaient mal, elles accumulaient des sujets. Ce qui fait qu'elles commençaient à avoir des difficultés à prioriser, parce qu'il n'y avait pas forcément de priorité, des difficultés à livrer, donc ils avaient une charge mentale qui était assez élevée, et ça devient un peu l'angoisse. On jongle entre les sujets, on ne sait plus ce qu'on doit livrer, on ne sait plus ce qui est prioritaire, ça devient dur. Donc de plus en plus, on a du mal à finir, on a des loupés, on a des choses qui dépassent les deadlines, on a des trucs qu'on ne livre pas, on livre parfois des mauvais trucs. L'urgence remplace l'urgence. Et à l'arrivée, on a du stress, et là, ça devient la catastrophe, parce que on commence à avoir du churn and co. Donc, ce mécanisme-là, en fait, on peut le transiter dans un autre espace. Quand les devs ils travaillent comme ça, quand les équipes techniques travaillent comme ça commence à faire une dette technique qui est assez forte et qui devient de plus en plus dure à rembourser parce qu'elle s'accumule. Mais si on la rembourse, on ne fait pas évoluer les autres sujets. Donc quand il commence à y avoir de la pression, en fait, le remboursement de la dette, on s'en occupe pas. Donc on commence à plus livrer nos hygiene factors, ne serait-ce que nos hygiene factors en produits. Donc là, ensuite, c'est le commercial qui commence à avoir une autre dette qui est que il faut qu'il arrive à vendre, mais les autres, ils avancent et nous, on patauge, et donc va expliquer à des clients qu'ils doivent payer plus cher pour moins bien. Et le dernier point, c'est qu'on a une dette RH qui commence à s'accumuler. Les devs sont épuisés, les PM peuvent pas travailler correctement, les commerciaux commencent à râler, le market râle. Donc on commence à avoir un peu de grondement dans les équipes, et puis souvent, c'est les product and tech qui commencent à partir en premier. Et c'est pas les plus simples à à remplacer, surtout vu le contexte actuel. Parce que, comme je pense que vous savez, on est un peu des ressources rares. C'est compliqué. Donc s'il y a des questions, il faut m'arrêter et me les poser tout de suite. Donc avec mon binôme, le premier truc qu'on a fait, c'est deuxième truc. Donc le premier, c'était de poser des questions. Le deuxième, c'était de remettre la valeur au cœur du processus de roadmap. Si on a appliqué la phrase de Stephen Covey, c'est the main thing is to maintain the main thing, qui est extrêmement dur à dire quand on n'a pas un excellent texte anglais. Et donc, pour commencer à faire ça, en fait, il faut que les products aient la main sur la backlog, ou le backlog, comme vous voulez. Moi, je dis la backlog. Et qu'ils puissent dire non. Et en fait, à partir du moment où ils peuvent dire non à des gens, à du market, à des managers pour des features, des services, des produits qu'on leur demande en urgence, ils commencent à ressouffler. L'idée qui est derrière ça, c'est que si on prend le double diamant du produit, il y a un endroit où on ne peut pas venir challenger les équipes techniques et produits, c'est le diamant de la solution, parce qu'en fait, c'est leur expertise de savoir comment on fait, comment on va livrer, combien de temps ça prend, tout ça, on n'est pas censé pouvoir venir challenger. C'est extrêmement simple pour quelqu'un de venir dire « Ah, mais je pensais que ce serait extrêmement simple à coder ». Vous lui dites « Vous êtes développeur ou faites-vous partie de l'équipe technique ?» Non. Avez-vous des compétences? Non. Je vous invite à y travailler et vous allez voir que ce n'est pas si simple. Et en fait, grâce à ça, on peut verrouiller le diamant de la solution, et à partir de là, on peut remonter petit à petit dans l'échelle du double diamant, donc jusqu'à la cueillette des données. Je ne sais plus où j'ai pris ce truc-là, donc j'espère que je ne me ferai pas engueuler sur... il n'est pas libre de droit, je pense. Mais en tout cas, on peut gérer entre le problème précis et la solution et trouver et délivrer, ça, on peut le verrouiller nous-mêmes. Et ça passe par être capable de dire non, parce que en fait, on a un truc qui est on va dire une usine de production qui est notre équipe technique, ou notre squad, ou comme vous voulez, enfin l'équipe qui contient l'ensemble de nos compétences, y compris le produit. Quand on dit ça, les gens comprennent qu'ils n'ont qu'une capacité limitée à effectuer du travail, ce qu'on appelle la bande passante, et que quand on met cette bande passante en face de la quantité de travail chiffré, en fait ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, ça implique un nouvel élément qui est la priorisation, et la priorisation c'est ok, en fait c'est quoi qui est plus important? Et à partir de là, en fait ça libère les équipes et les gens se mettent à faire des véritables choix.
et à dire ce qui est vraiment important. Et quand il y a des urgences qui arrivent, on est là, t'es vraiment sûr que c'est vraiment important? Ah ouais, ok. Alors maintenant, on peut travailler. À titre d'exemple, moi j'ai un ami, alors, je pense qu'il le fait moins maintenant parce qu'il est moins manager de proximité. Mais quand on venait lui dire, on change les priorités de ton équipe, il disait, aucun problème, par contre je vire tout le code que j'ai fait avant, parce qu'on ne va pas le reprendre dans 3 semaines ou dans un mois, parce que ça va être le bordel et ça ne va pas nous plaire. Bah, bizarrement, les gens disaient, non, fini. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça marche bien, je vous conseille d'essayer. Donc on a travaillé sur la bande passante et la priorisation. Et pour faire ça, il faut 2 choses. Il faut un cadre qui est extrêmement bien solide. Donc souvent, c'est un cadre Scrum très rigide. Hein. Donc, nous, on est sur du 2 semaines. On a des Scrum Masters qui sont à la fois développeurs. On a des coachs agiles qui viennent nous aider pour verrouiller le système. Et on a les managers qui sont bien au courant, les managers produits et tech, que les product managers vont pouvoir dire non. Et que souvent, on viendra râler. Enfin, quelqu'un viendra râler. Donc régulièrement, un de mes PM me dit « Attention, j'ai dit non à quelqu'un ». Et régulièrement, je dis à mon boss « Attention, il y a les PM qui ont dit non ». Donc ça va remonter. Et donc on verrouille sur 3 échelles comme ça. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir 2-3... Enfin, ça passe bien, le non, je sens que... Non, ça passe pas bien du tout, mais à un moment, entre un marketing manager qui n'est pas content et un dev qui démissionne, que je vais devoir remplacer, qui va me coûter... Entre le salaire, le coût de remplacement, la remise en route, ça va me coûter quoi? 120 000 balles? Bon, il y a un moment, faut aussi être rationnel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on force les gens à prioriser. Et on dit, OK, ben, j'entends tes besoins. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a soit non, excuse-moi, mais ton besoin n'a pas de sens. La dernière fois, on est venu me dire, ça serait super que les agents immobiliers puissent mettre leur LinkedIn dans leur page annuaire. OK. Ils te l'ont demandé? Non, mais je pense que c'est bien comme idée. On repasse dans 3-4 ans, quand on aura viré la dette technique. Sinon, effectivement, il y a aussi, OK, c'est intéressant, on va le mettre dans le backlog et on verra si on priorise. Et après, il y a effectivement les trucs vraiment importants où là, on le fait passer sur le dessus de la pile et puis on s'arrange. Oui, les gens ne sont pas contents quand on dit non. Mais il y a un moment, quand on va leur demander des choses et qu'ils nous disent non aussi, bah, OK, bah, en fait, chacun a ses priorités. Tu comprendras que la dernière fois, tu m'as dit non pour telle et telle raison. Tu comprendras que nous aussi, on puisse aussi te dire non. Nous ne sommes pas les esclaves du market ou du commerce. Nous sommes là pour délivrer de la valeur à nos utilisateurs et à nos clients qui nous payent. Donc, bah, à un moment, on avance comme ça. Oui. Justement, est-ce que vous demandez, est-ce que vous avez donné des règles aux autres services qui font des demandes, aux services produits pour qu'ils arrivent avec des demandes qui soient motivées ou dans certains cas, à un certain moment? Est-ce que ça c'est encadré ou est-ce que ça vient au fil de l'eau? C'est la parole. Alors, avant la réorg, on avait des moments précis de roadmap tous les 3 mois. Donc là, on prévenait un mois en avance, attention, la roadmap arrive à ce moment-là, donc venez nous voir. Et tous les head-off allaient faire le tour de toutes les popotes pour voir ce qu'on pouvait récupérer. Après, il y a des choses qui arrivent au fil de l'eau. Et là, on essaye de motiver très fortement les gens à nous dire, OK, combien ça touche le client, ça représente combien de chiffre d'affaires, quels sont les gros problèmes, qu'est-ce que vous voulez en tirer? Est-ce que c'est un truc RGPD? Parce qu'on a quelques règles. On a les priorités 1 et on a un truc qui s'appelle on arrête tout et on s'en occupe. Parce qu'en fait, on voulait mettre P0, mais P0, les gens ont utilisé ça pour tricher, genre non, mais c'est P0. Non, là, c'est on arrête tout. Il y a RGPD, gros bug de production, performance qui s'effondre. Là, on arrête tout et on travaille là-dessus. Sinon, c'est dans les priorités. Donc, s'il y a des gens qui arrivent avec des besoins et qu'on arrive à les caler dans les priorités, on rediscute. Mais si on voit que c'est genre une P5, c'est-à-dire à peu près 3 niveaux en dessous de ce qu'on ne prendra pas, et ben, on rajoute ça au backlog et on en reparlera plus tard. Voilà. Et puis, dans l'idéal, ce qu'on aimerait à terme, c'est tous les 6 mois, on vire le backlog qu'on ne fera jamais. Et comme ça, on a toujours un backlog propre parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, comment ça a soulagé de pouvoir dire non? Bah déjà, on a un cadre qui
c'est pas parfait, mais quand même, qui protège nos équipes, qui évite qu'il y ait des gens qui arrivent de droite et de gauche et qui commencent à leur taper dessus. Donc ils sont plus sereins et ils peuvent rebalancer sur les managers très facilement. De toute façon, nous dans nos équipes, s'il y a un problème, vous me rebalancez le truc. Parce que il y a ce côté aussi, tu veux parler avec le manager? Je sais pas. Bon, ok. Bah, c'est que c'est pas si important. On renforce tout ce qui est toutes les discussions parce que naturellement, il commence à y avoir de la négociation. Donc, les gens réfléchissent un peu plus et anticipent un peu plus ce dont ils ont besoin et pourquoi ils vont le faire, surtout. Ce qui fait qu'on voit beaucoup mieux ce qui va nous arriver dessus. Et on a une meilleure vision aussi à terme, ce qui nous permet de prendre des choix produits et techniques qui vont être plus pérennes dans le temps. Un exemple, quand on a su qu'on allait fusionner à l'Europe avec Aviv, j'ai dit à l'équipe RevGeo, ok les gars, pensez européen, c'est-à-dire maintenant pensez multilangage, préparez les trucs à être capable d'accueillir la donnée extérieure. Bon, ils avaient déjà partiellement anticipé, il me semble, enfin, j'en suis sûr. Donc en fait, quand on est arrivé à la fusion, la discussion était assez simple. Pareil pour tous nos canons à lead et tout, on est en train de on préparait déjà le côté européen au moment où finalement ils ont annoncé la pré-fusion. Et ce qui fait que pour l'avenir, c'est quand même vachement plus sain et plus simple. Parce que sinon, il fallait refaire tous les modèles de données, c'est moins pratique. Donc comme on est plus clair aussi, on va être plus précis, on va être plus focus sur les choses importantes. Et ça, on va pouvoir le partager avec tout le monde, sur quoi on est focus. Et c'est un peu le but de la boîte, d'être focus sur les points clés qui vont lui permettre de déployer ses OKR. Donc après, nous, Product and Tech, B2B, B2C à l'époque, on doit être genre un truc comme 350. Donc on peut abattre beaucoup de boulot. Et il y avait énormément de personnes au B2C et à la Product and Tech B2B, on devait être 80 ou un truc comme ça. Donc au B2B, on a été vraiment frugal. On faisait tout ce qu'on pouvait pour être hyper efficace et essayer de nettoyer le maximum qu'on pouvait faire. Sinon, ça ne tenait pas, quoi. Donc, les choses qu'on avait là, qui sont en train d'arriver avec la réorg, mais qui nous changent aussi nos process de roadmap, on va avoir des priorisations beaucoup plus régulières, de l'ordre du mois et demi. On repasse toutes les initiatives en cours et on se les re-challenge, voire même on les arrête parfois. Et on a des OKR qui sont assez ambitieux. Le premier OKR principal, donc c'est même la vision produit, c'est Unlock Everyone's Perfect Place. Donc comment aider chacun à trouver son logement idéal. Et après, on a des OKR assez macro en termes d'EBITDA, en termes de nombre de ventes à l'année, de nombre de biens qu'on connaît en Europe, et qui sont donc nos grands guides prochainement, quoi. Voilà. Bon, pour conclure, un petit takeaway. Pour reprendre la main, donc, il y a un gros sujet sur savoir dire non, qui ne peut tenir que si vous avez du cadre qui vient du management et que tout le monde connaît les moments où il peut venir interagir avec vous, sinon c'est le bordel. Et des fois, on m'a dit « Ah, c'est pas hyper agile ton process, c'est assez rigide. » Oui, mais en fait, c'est extrêmement agile parce que c'est rigide. L'agilité, c'est pas pouvoir faire n'importe quoi, n'importe quand, c'est pouvoir faire certaines actions clés à des moments précis et le reste du temps, pouvoir délivrer de la valeur. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et j'ai l'impression que c'est comme ça que c'est écrit dans le Scrum Guide, donc ça doit être globalement ça. Donc voilà, fin de ma présentation. Si vous avez des questions, en plus, je prends. Merci.